Le retour des investisseurs français dépend de la sécurité dans le pays, d'après François Goldblatt, ambassadeur de France. Après l'enlèvement du collégien indo-pakistanais de nationalité française à Tuléar, 2 rapts de Malagasy ont été enregistrés à un PFI. Le suspense règne sur la tenue des communales, moins de la moitié du budget nécessaire pour leur organisation est pour le moment disponible, d'après Fatma Samoura, représentant résident des Nations Unies. Et enfin au Royaume-Uni, l'histoire de 3 jeunes filles d'une quinzaine d'années provoque l'émotion. Et ces 3 adolescentes sont parties mardi pour la Turquie, sans doute pour rejoindre le groupe État islamique. Hier, leurs familles ont lancé un appel pour leur retour. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagasy. Variété Malagasy. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes, des nouveautés, le hit de la semaine, disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV, la télé autrement. Bonsoir à tous, nouvelle semaine, nouvelles informations. Merci de nous rejoindre. Le retour des investisseurs français dépend de la sécurité dans le pays, d'après François Goldblatt, ambassadeur de France. Après l'enlèvement du collégien indo-pakistanais de nationalité française à Tuléar, 2 rapts de Malagasy ont été enregistrés à un PFI. Michel Arnardson. Le nombre d'enlèvements des ressortissants français augmente chaque année. 20 cas ont été enregistrés en 2009 contre une quarantaine actuellement. Suite à l'enlèvement du petit collégien indo-pakistanais de nationalité française à Tuléar mardi, François Goldblatt, ambassadeur de France, a fait une déclaration aujourd'hui. Écoutez, les enlèvements qui ont eu lieu. Toute notre démarche vise à empêcher que d'autres événements du même type se déroulent. Donc, en bonne logique, nous nous attendons à ce que les relations commerciales, d'investissement se développent comme cela a été prévu. Et je dirais même au contraire, si l'action que nous menons est suivie d'un impact, ce que bien sûr nous espérons ardemment, il y a tout lieu de penser que les premiers mouvements, les premiers frémissements quant au redémarrage des affaires à Madagascar se poursuivra. Évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres incidents regrettables comme celui de mardi dernier à Tuléar. Un PF de Malagasy ont été victimes. Les ravisseurs auraient réclamé une rançon de 25 millions d'ariages. Les faits ont été confirmés par la gendarmerie d'Analavouche. Les enquêtes sont en cours. 95 tortues de l'espèce Pyxis arachnoïde ont été saisies à la gare routière de Fassankaran. Ils provenaient de Tuléar et sont prévus être vendus à Antananarivo. 2 personnes sont impliquées dans cette affaire. Ils ont été auditionnés par la police du 5e arrondissement. Et sur le plan politique, le suspense règne sur la tenue des communales. Moins de la moitié du budget nécessaire pour leur organisation est pour le moment disponible d'après Fatma Samoura, représentant résident des Nations Unies. La Commission électorale nationale indépendante de la transition, de son côté, persiste et signe que l'organisation des communales pour cette année 2015. Reportage.
Le Premier ministre Jean Ravel-Narive lance lors de la présentation de la PGE, Politique générale de l'État à l'Assemblée nationale, que toutes les élections seront organisées cette année. Or, même l'organisation des communales prévue le 17 juillet prochain reste de plus incertaine. Le veto de la HCC contre la loi des collectivités territoriales décentralisées et le statut particulier d'Antananarivo, le budget alloué aux opérations consiste à un autre gros problème. 5 mois avant la date prévue pour les élections, seuls 4 sur les 11 millions de dollars nécessaires sont disponibles. Donc aujourd'hui, sur les 11 millions qui sont requis pour pouvoir organiser les élections, nous n'avons pu rassembler que 4 millions. Donc il y a encore 7 millions à mobiliser. Si les financements ne sont pas mobilisés, il y aura des soucis. Mais on n'a pas encore reçu formellement les montants officiellement, disons, mobilisés par le gouvernement, mais on compte également sur le gouvernement, comme pour les élections présidentielles et législatives, pour prendre en charge une bonne partie du financement. La CENIT de son côté persiste et signe le maintien du calendrier électoral. Ralayar Livanjina Mambi, président par intérim de la CENIT, souligne que l'organisation des élections ne pose pas de problème. La suite dépendra toutefois de la promulgation de la loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Alors, après l'équipe du professeur Zafi Albert, l'équipe de l'ancien président de la transition, Andra Zouel, ne participera plus également à la réconciliation nationale initiée par le FFKM. L'adoption de la loi sur la mise en place de la CEI, ou Commission électorale indépendante, n'a pas été évoquée. Zora Koutounjin. Les rumeurs courent sur le retour de l'équipe d'Andra Zouel dans le processus de réconciliation nationale. Il a cependant été déclaré ce jour que le MAPAR ne participera plus à ce processus. Le processus de réconciliation nationale ne suit plus les normes. D'après l'Alliance d'Ambudvouin Malagas Miaramieng, MAPAR Yarakisik et l'ARD Havana, ainsi que le Parti vert, l'État n'a pas jusqu'ici évoqué la mise en place de la CEI, l'institution remplaçant la CENIT. Tout reste en suspens, la mise en place du Sénat, de la Haute Cour de justice, du Haut Conseil pour la sauvegarde de la démocratie, les membres de la HCC. Le FFKM déclare également poursuivre leur descente dans les provinces. Ravalman et Radonar Mampian restent les seuls à participer à la réconciliation nationale. La formation politique MAPAR procédera à la déchéance de ses 18 parlementaires dissidents à partir de demain. Le délai du deuxième rappel à l'ordre envoyé par MAPAR se termine donc aujourd'hui. Il revient à la Haute Cour constitutionnelle de statuer sur cette affaire. Les dossiers leur seront transmis aussitôt que possible, d'après le député Antanerina Lalau, dit Nine. L'assistant parlementaire du député Milavons Philibert a été arrêté samedi. Il serait inculpé de porter atteinte à l'ordre public. Le fait d'avoir exprimé son opinion sur le coût de la fiche individuelle de Bovidé sera à l'origine de la principale charge retenue contre lui. Gaëtan Gislav. La recrudescence des Dahal, bandits de grands chemins, fait enrager la population de la région d'Ambouvbé-Andjoui. Le Kéré, l'insécurité alimentaire, aggrave la situation. À part ces problèmes sociaux, les autorités locales ont augmenté les droits pour la fiche individuelle de Bovidé. Le prix en atteint 20 000 ariars, alors qu'à l'imprimerie nationale, elle est facturée à 800 ariars. La population locale pointe du doigt les autorités locales et les accuse de corruption et d'abus de pouvoir. Les doléances ont été transmises au député Milavons Philibert. Lors d'une réunion, son assistant parlementaire s'est exprimé sur ce sujet. D'après lui, la population ne devra pas être exploitée en période de kéré. Cette expression lui a valu d'être arrêté. Les autorités locales l'accusent de porter atteinte à l'ordre public et l'outrage aux fonctions du chef de région. À part le problème de la fiche individuelle de Bovidé, la nomination d'une nouvelle commune dérange également la population locale. La nouvelle commune serait nommée Ambouvumbe, nom d'une tribu, ce qui fait craindre des dérives ethniques. Mais dans l'actualité également aujourd'hui, 40 horodateurs, le nouveau
pour les parkings payants sont installés à Nalakil, un Batoumane, un Tsavoul et un Tanarin. Ils seront opérationnels à partir du lundi de mars de cette année. Des agents de la commune se chargeront de leur manipulation. La durée des parkings sera limitée entre 15 minutes à 2 heures. Les automobilistes devront donc se munir d'une carte spéciale contenant un crédit prépayé de 10 milliards à 15 milliards pour pouvoir accéder au parking. Quant aux amendes, elles seront fixées à 190 milliards pour les automobilistes récalcitrants. Et puis voilà, nous allons passer aux actualités internationales. Mardi matin, au milieu des vacances scolaires de février, Khadija, Shamima et Amira, 3 jeunes filles de 15 à 16 ans, ont pris leurs affaires et sont parties à l'aéroport de Gatwick. Elles ont pris un vol pour la Turquie et elles pourraient chercher à rejoindre l'organisation État islamique en Syrie, si ce n'est déjà fait. Et les 3 jeunes filles habitent l'est de Londres, dans un quartier qui a une forte minorité issue du Bangladesh, et elles fréquentent la même école. Leur radicalisation vient peut-être de cet établissement. Qui sait? C'est un reportage de France 24. Leurs familles disent ne rien avoir vu venir. 3 jeunes filles mineures âgées de 15 à 17 ans ont quitté mardi l'Angleterre, direction la Turquie. Les autorités britanniques craignent qu'elles n'envisagent de se rendre en Syrie pour rejoindre les rangs de l'organisation de l'État islamique. Devant les caméras, le père de l'une d'entre elles fait passer un message à sa fille. Le message que je veux adresser à Amira, c'est « Reviens à la maison car tu nous manques. On n'arrête pas de pleurer. S'il te plaît, reviens sur ta décision. Et ne va pas en Syrie, bien sûr. » Pour leurs camarades de lycée aussi, c'est la surprise. Quand je les ai vues il y a 2 semaines, elles avaient l'air normales, comme d'habitude. Elles sont très religieuses, mais elles nous en parlaient jamais. Là-dessus, elles avaient toujours le dernier mot. On ne pouvait pas discuter avec elles parce qu'elles étaient très intelligentes. Mais rien ne nous avait alertés plus que ça. Selon la police britannique, ces lycéennes auraient suivi l'exemple récent d'une camarade partie récemment rejoindre la Syrie. Les médias précisent qu'elles auraient même été interrogées par la police dans le cadre de l'enquête sur ce départ, sans être considérées susceptibles de suivre la même voie. Les autorités britanniques ont indiqué qu'elles feraient tout pour aider ces jeunes filles et empêcher de nouveaux départs. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme réussira grâce à la politique de contrôle aux frontières. Mais elle ne peut se passer des écoles, des universités et de toutes les communautés qui ont un véritable rôle à jouer. Selon certains experts, au total 550 femmes occidentales seraient parties rejoindre l'organisation de l'État islamique, dont une 50aine de Britanniques. Et puis un peu moins de 2 mois après le début du procès, c'est au tour de Simone Gbagbo de comparaître ce lundi devant la cour d'assises comme ses 82 co-accusés. Tous étaient des proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ou des sympathisants de l'ancien régime. Des crimes commis pendant la crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts de part et d'autre. Simone Gbagbo a semble-t-il décidé donc de jouer la carte de l'incompréhension ce lundi à l'ouverture de son procès. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État et nie pour l'instant les faits. France 24. Simone Gbagbo dans le box des accusés. À 64 ans, celle qu'on surnomme la Dame de Fer doit répondre ce lundi de plusieurs chefs d'accusation. Atteinte à la sûreté de l'État, xénophobie, coalition de fonctionnaires ou encore constitution de bandes armées, l'ancienne première dame comparaît en compagnie de 82 co-accusés. Pour son avocate, la justice ivoirienne ne rend pas service à son pays. C'est un procès qui n'est pas à la hauteur, des enjeux. Vraiment, c'est-à-dire ce procès était présenté vraiment, la justice doit passer pour la réconciliation, que c'est important. Est-ce que véritablement, quand on voit ce type de procès, on peut dire, on est bien parti pour la réconciliation? Pas du tout. La cour d'assises d'Abidjan va chercher à déterminer son rôle dans les violences qui ont embrasé le pays de décembre 2010 à mai 2011. Des violences causées par le refus de Laurent Gbagbo, alors président, de reconnaître la victoire de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Simone Gbagbo incarnait alors la branche dure du FPI, le parti de son mari. Selon sa défense, le procès ne répond pas aux exigences démocratiques. Ce que j'ai toujours dénoncé dans le cadre de la justice ivoirienne, c'est qu'elle n'est pas indépendante. C'est que malheureusement, elle est soumise au pouvoir politique. Ce que vous voyez, en réalité, ce à quoi vous êtes
vous êtes témoin et spectateur. C'est une justice politisée. Les juges chargés de l'affaire ont passé les 2 derniers mois à interroger les anciens ministres et cadres de la majorité Gbagbo. Détenue dans un lieu confidentiel depuis la fin du mois de décembre, Simone Gbagbo est également accusée de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, tout comme son époux, qui sera jugé en juillet prochain. La CPI réclame l'ex-première dame depuis 3 ans, mais Abidjan refuse de la livrer et promet qu'elle sera bientôt jugée pour ces mêmes faits sur le sol ivoirien. Et puis c'est le moment du rappel des points qu'on a vus aujourd'hui ensemble ce soir. Le retour des investisseurs français dépend de la sécurité dans le pays, d'après François Goldblatt, ambassadeur de France. Après l'enlèvement du collégien indo-pakistanais de nationalité française à Tuléar, 2 rapts de Malagasy ont été enregistrés à un PFI. 95 tortues de l'espèce Pyxis arachnoïde ont été saisies à la gare routière de Fassankaran. Ils provenaient de Touliar et sont prévus être vendus à Antananarivo. 2 personnes sont impliquées dans cette affaire. Et puis après l'équipe du professeur Zafi Albert, l'équipe de l'ancien président de la transition Adjrazouel ne participera plus également à la réconciliation nationale initiée par le FFKM. L'adoption de la loi sur la mise en place de la CEI ou commission électorale indépendante n'a pas été évoquée. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, vous allez suivre des films qui s'intitulent respectivement le premier, Secret d'État, et le deuxième, Foxcatcher. Voilà pour l'essentiel. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à partir de 21h15. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Au revoir.